il y a une personne, comme toi et moi, qui fait certainement un concessionnaire ou un salon, je sais pas, je pense plutôt un concessionnaire, qui commande un fourgon d'une marque, grande marque française plutôt orientée haut de gamme, 2022, aménagement 2022, fourgon 2022, aménagé. Il reçoit son fourgon, c'est bien un 2022, sauf que le châssis, lui, c'est un 2021. Au moment où il veut prendre la livraison de ce fourgon, il se rend compte que tout ce qu'on lui a vendu au niveau du porteur, et là tu vas voir, tu vas me dire, oh mais il n'y a pas d'incidence, de toute façon les porteurs d'une année sur l'autre ne changent pas beaucoup. Bah si, justement en 2022, il y a d'énormes changements sur les porteurs Fiat Ducato. Je vais te faire une vidéo aujourd'hui qui va traiter du châssis 2022. Pourquoi je vais te parler de ça? Parce que il y a une pénurie. Je pense que tous les châssis n'ont pas pu être... Fiat ne pourra pas satisfaire à toute la demande, parce qu'il y a des pénuries comme dans tous les domaines aujourd'hui, hein, tu étais un peu au courant. Est-ce qu'elle est orchestrée ou pas, ça, c'est pas le problème. Au moment où tu vas recevoir le véhicule que tu as commandé, bah, il faut être sûr qu'ils n'aient pas choisi un châssis qui leur restait et puis qui t'ait mis un aménagement 2022 dessus. Parce que là, tu vas te retrouver avec un mouton à 5 pattes. Ça va peut-être te convenir parce que tu vas te dire finalement, moi, tous ces artifices, tous ces petits trucs qu'il y a en plus sur le nouveau châssis, je m'en fous. Mais le jour où tu vas vouloir le revendre, je pense que la droit, dans ces cas-là, tu reçois un véhicule avec un aménagement 2022, des coloris 2022 et un châssis 2021, je pense que le concessionnaire devrait faire, ou même le constructeur, une bonne décote en fait. Il devrait te dire, ouais bon bah là, écoute, désolé, le véhicule on l'a reçu comme ça, maintenant on va te descendre le prix d'une remise conséquente, parce que c'est comme si tu avais acheté un modèle 2021 en déstockage et qu'on t'aurait monté, voilà, il faut trouver un arrangement. Le problème de ce concessionnaire, c'est qu'il ne fait pas d'arrangement en fait. La personne n'a pas voulu le véhicule. Alors peut-être qu'à un moment donné, ils ont discuté, hein, peut-être que l'acheteur a refusé, je ne veux pas non plus, j'étais pas là, donc c'est difficile de te dire comment ça s'est passé. Toujours est-il que derrière ça, il y a un membre de notre énorme famille qui est passé, et qui voulait acheter un fourgon, et puis qui s'est un petit peu découragé à cause de ça, parce qu'on voulait lui vendre un 2022, et lui il a reconnu que c'était pas un 2022, que le tableau de bord c'était 2021. Voilà, donc on va développer ça. Il y a quelque temps, j'avais eu un dossier de presse que j'ai un peu zappé, je dois t'avouer. Je devais en parler, puis finalement, il y a eu plein d'autres vidéos et on ne l'a pas fait, mais qui donne un petit peu, en fait, c'est un dossier de presse, même pas un dossier de presse, c'est presque quelque chose, c'est un document qui est destiné au concessionnaire. Donc lui il me l'a fait passer pour qu'on puisse en parler sur la chaîne. Comme quoi, tu vois, j'ai quand même des contacts sympathiques avec des concessionnaires. Ils se disent pas tous, oh, lui il nous fout la merde. Je vais te détailler ça dans les grandes lignes. Hein. Encore une fois, je vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais on va le faire dans les grandes lignes pour que tu puisses, toi, argumenter ou voir un peu l'avantage d'avoir un châssis 2022 par rapport à un châssis 2021. Tout simplement parce que la situation l'impose aujourd'hui, il va y avoir certainement en effet des choses qui sont pas... on rentre un peu dans l'univers, je dirais, entre guillemets, de la bidouille. Hein. Excuse-moi, c'est un peu ça. On est un peu dans la bidouille, dans le sens où j'ai lu récemment qu'il y a des véhicules qui sortent des chaînes, ils sont pas complets en fait, ils sont pas terminés. Ça veut dire qu'il y a des choses à rajouter, parce qu'il manque par exemple un lanterneau. Ça paraît aberrant. Bah oui, on est en 2022. J'ai une autre petite aparté à faire. Il y a Fiat, donc le groupe Fiat, qui clamait en 2018, Fiat ne vendra plus de véhicules diesel à partir de 2022. Ça, tu vois, c'est le genre d'annonce où
l'Europe commence à dire le diesel, ah c'est pas bien, c'est pas bien, ben, il y en a un qui lève son doigt et dit moi monsieur. Voilà, il vient en fait faire une petite gâterie à l'Europe en disant, chez nous, 2022, plus de véhicules gasoil. Quand je regarde dans le catalogue Fiat utilitaire par exemple, pour le moment il n'y a pas d'autre alternative. Hein. On n'est que sur du gasoil. Là, à 2022, je pense que la droit, ça aurait été de sortir un véhicule, au moins une déclinaison du porteur sur une énergie non fossile. Voilà. Et là, elles ne l'ont pas fait. Donc, voilà. Ça, c'est une petite aparté pour te dire que les effets d'annonce, comme on les entend en ce moment, 2035, plus de gasoil, ben, prends-les avec des pincettes. Parce qu'en fait, entre ce que tu veux et ce qui se fait réellement, quelquefois, il y a une sacrée distance. Hein. On dit on va faire ça, et puis au moment où on est sur le chantier, on se dit ah tiens, ça va pas être possible. Moi je m'y confronte un peu tous les jours, hein. J'ai des idées, les idées elles vont très vite. Hein. Après, les concrétiser, quelquefois c'est autre chose. On peut pas. Et là, Dieu sait que là, il s'attendait pas à avoir une crise comme on va l'avoir, comme on l'a déjà, hein, au niveau des approvisionnements, par exemple, au niveau de la pénurie, au niveau de la guerre des composants électroniques, que le monde c'est une bagarre en fait. Aujourd'hui, c'est une bagarre industrielle. Donc, il y a des gens qui achètent du bois, il y a du bois qui part d'ici, qui s'en va en Hollande, tu vois. Ça devient complètement dingue. C'était juste pour te dire, ne te fais pas trop de films avec tout ça, parce que tu vas dire, bah je le fais pas parce qu'en 2035, peut-être on pourra plus rouler. Déjà, il n'a jamais été dit qu'on pourrait plus rouler avec du diesel. Et puis, voilà, hein, on parle, mais est-ce que les choses sont vraiment appliquées? Pas vraiment. En clair, donc, qu'est-ce que ça va changer, déjà? Au niveau esthétique, tu as deux faces avant complètement différentes. Complètement. Deux faces avant différentes, on va dire. On a un léger restyling, comme ils disent, qui est pas, voilà, hein, on n'a pas le fourgon qui est complètement différent et qui a rien à voir avec l'autre, non. On conserve quand même la base, et on a, c'est vrai, un facelift qui diffère un petit peu au niveau des phares, etc. Au niveau des phares, justement, on va avoir quelque chose qui se rapproche un petit peu du Matrix LED chez Audi, hein, Matrix LED entre guillemets encore une fois, où on va avoir par exemple les feux de route qui s'éteignent automatiquement quand on croise une voiture. Alors est-ce que c'est déjà, parce que c'est déjà dans le catalogue à mon avis, est-ce que ça fait partie des options? Est-ce que c'est des choses qui sont en série? Ça je peux pas te le dire. Ce que je sais, c'est qu'on a un éclairage qui est 30% plus efficace, ou plus lumineux on va dire, que l'éclairage qu'on avait en 2021. Au niveau du châssis, donc, alors bon, je vais pas te décrire, il y a deux châssis en fait, deux grandes lignes. Hein. Il y a le Ducato et le Ducato Maxi. Donc sur le Ducato Maxi, on va avoir des trains roulants, des essieux qui sont plus solides, c'est-à-dire qui supportent une charge supérieure. Mais ça n'a pas lieu d'être entre l'ancien châssis et le nouveau châssis. Je pense qu'on est à peu près sur la même différence au niveau du freinage, les freins ventilés sur les maxi. Enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs en plus. C'est un concessionnaire d'ailleurs que je passerai voir un jour parce qu'on a vraiment bien accroché. Et j'aime bien les gens intelligents, enfin intelligents, ça ne peut pas dire que les autres sont bêtes, mais j'aime bien les gens intelligents qui, lorsque tu dis quelque chose, bah, lui, c'est vrai, je comprends sa position, et on s'est un peu frité en fait par message interposé, par rapport à ce que moi je ressens et par rapport à la réalité. Et c'est vrai que quand il dit, moi je dis il faut un double plancher, mais lui il dit des doubles planchers on n'en a pas nous en occasion, on n'en touche pas en fait. Et sur les nouveaux véhicules, le double plancher c'est de plus en plus rare, ça pèse lourd. Ouais, c'est bien, achète un double plancher, mais qu'est-ce qu'on leur vend nous? On n'en a pas. Alors les gens viennent le voir et lui disent ouais mais là, dans la chaîne on a dit il faut du double plancher. Tu vois, alors c'est sûr que ça a le don un petit peu d'énerver quand tu travailles, c'est vrai que c'est chiant. Et c'est pour ça que le premier contact, on l'a eu comme ça. Et de là, intelligemment, on a discuté ensemble. Et j'ai trouvé quelqu'un vraiment passionné par son travail, en fait. Et c'est assez rare. Il y a souvent des gens
dans le camping-car ou dans d'autres domaines. Hein. T'as des gens, on se demande ce qu'ils foutent là, quoi. Ils ont trouvé un poste, ils ont répondu à un CV, et ils ont envoyé leur CV et ils ont été embauchés, mais ils s'intéressent pas du tout aux produits qu'ils vendent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les sous. Le reste, ils s'en foutent. C'est pour ça qu'on rencontre autant d'incompétents. Euro 6D final, on appelle ça. Hein. Alors final, j'espère que ce sera pas la fin quand même. Fiat fait un châssis spécifique au camping-car, ou tout au moins qui est plutôt orienté camping-car, surbaissé, pour celui qui veut pas d'alco, qui est rallongeable, sans soudure. Ça veut dire que au bout de ce châssis, tu peux rajouter, par exemple, Alco peut venir mettre son grain de sel et ajouter un porte-à-faux, une rallonge. Bon, ça je pense que c'est pareil, c'est pas une nouveauté, et c'est pas ça qui va t'aider à reconnaître le véhicule. La grosse différence, bien sûr, c'est les deux tableaux de bord. Hein. Les deux tableaux de bord qui sont radicalement différents. On a un volant plus petit, on a un système qui, aujourd'hui, je pense que la référence dans ce domaine, c'était Mercedes, à mon avis, hein, avec le tableau de bord qui te parle et tout. Bon, on s'approche de ça, en fait. Hein, on s'approche de l'automobile. Hein. On a donc la boîte 9 vitesses qui ne démarre qu'à partir du 140 chevaux. La boîte 9 vitesses automatique, une vraie automatique, mais ça c'est le cas depuis aussi déjà 2 ans. Ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est qu'on est passé de 2,3 litres à 2,2 litres. Tu vas me dire, 100 cm3, c'est pas énorme. Ouais, mais quand tu as un poids lourd qui faisait 3 litres, que tu te retrouves à 2,3 litres déjà, tu grinces, 100 cm3 de moins, c'est quand même dommage. Bon, on va sur une puissance jusqu'à 180 chevaux avec ce même moteur. Une erreur que j'ai faite dans plusieurs de mes vidéos, c'est que dans des vidéos qui présentaient des 2,3 litres 180 chevaux, tous les moteurs Fiat sont à géométrie variable. Hein, les turbos sont à géométrie variable. Ce qui, moi, m'inquiète un peu, c'est que aujourd'hui, ils assurent une durabilité de 300 000 km. Avant, on ne parlait pas de durabilité de 300 000 km. Sur un 2,8 litres, tu parcours 600 000 km sans problème. Là, on te parle de durabilité supérieure à 300 000. C'est un peu comme quand tu vends un véhicule électrique et que tu dis tu peux faire 600 km, tu vois. En principe, t'en fais la moitié. Alors, sur le dernier moteur, donc moteur anti-pollution, on a un système de gestion de l'AdBlue qui est un peu différent. Mais on a toujours cette cochonnerie d'AdBlue, ça c'est sûr. Au niveau des couples, ça change pas vraiment en fait par rapport au 2021. Hein. On a perdu 100 cm3, mais on a travaillé la motorisation pour conserver les mêmes couples quasiment à peu de choses près. Bon, sur le 180 chevaux, on arrive à 450 Nm avec une boîte automatique. Alors les couples sont plus importants sur la boîte automatique. Sur le 120 chevaux, on a 320 Nm, elle n'existe qu'en manuel. Sur le 140 chevaux avec l'automatique, on a 380 Nm, alors que sur la boîte manuelle, on a 350 Nm. Ça s'explique un peu, je pense, par la perte de couple lorsque tu utilises cette boîte automatique. Je pense que le moteur a une petite perte de couple. Enfin, la boîte automatique te consomme, on va dire, elle n'a pas une perte de couple, la boîte automatique te consomme une partie du couple. Il y a un truc, c'est que l'entretien, par exemple, là je vois le 120 chevaux, tous les 48 000 km ou 2 ans. Sur quasiment toute la gamme d'ailleurs, 140 chevaux, sur le 160 chevaux. En fait, les entretiens, je pense que c'était déjà le cas sur les 2021, c'est tous les 48 000 km, courbe de couple à chaque fois, bon, qui sont légèrement plus pleines en fait, plus arrondies, hein, je vais pas rentrer dans le détail. Mais bon, voilà, on a des couples maxi qui sont sensiblement les mêmes, mais on a des courbes beaucoup plus pleines, et ça c'est... Oui, c'est dû au paramétrage du moteur et peut-être même au turbo à géométrie variable, ce qui est sur toute la gamme. Parce que le turbo à géométrie variable, en fait, c'est comme si tu avais 2 turbos presque. Hein. Le turbo va réagir dans les bas régimes. C'est comme si tu avais un turbo pour les bas régimes et un turbo pour les hauts régimes. Ça va combler un peu, je dirais presque complètement, ça va combler le manque de cylindrée. Et ça va donner un couple un petit peu artificiel qui fonctionne bien. En termes de frein moteur, bien sûr, 2,2 litres, au plus tu vas descendre, bientôt on va avoir des 1,6 litre. Là, tu n'as plus de frein moteur du tout. Autant te dire que là, quand tu descends, si tu n'as pas de frein, tu sautes. Hein. Alors sur les suspensions, bien sûr, bon là je t'en parle pas parce que la plupart des véhicules passent chez Alco, donc ils ont le châssis Alco, mais sur les versions châssis Fiat, c'est des suspensions à lame. On va avoir un petit peu tout ce qu'on retrouve sur l'automobile aujourd'hui, sur les automobiles, sur les options, sur les automobiles qui sont plutôt bien équipés. On va avoir une alerte franchissement de ligne, on va avoir une aide à la côte, hein, au moment où tu t'arrêtes, un feu, tu es légèrement en pente, au moment où tu lâches
où tu commences à accélérer, ou même au moment où tu lâches l'embrayage sur un véhicule mécanique, tu vas avoir le frein qui reste enclenché, en fait, qui reste fermé, et au moment où tu accélères, le frein se débloque. Moi, ça me fait ça, j'ai une boîte mécanique sur la Mini, on a ce système, on a un système anti-lacet quand tu remorques, hein, qui t'évite de partir en lacet, on a un système anti-vent latéral, assistant vent latéral. Donc l'assistant vent latéral va agir sur les freins, pour t'éviter de faire de gros écarts quand tu prends des rafales. Par exemple, tu vas te sortir d'un tunnel, tu vas prendre une grosse rafale, ben, le système, lui, va compenser au niveau du freinage, de la répartition du freinage sur les roues, pour pouvoir te maintenir sur ta trajectoire. C'est plutôt sympa aussi. À tester hein, en réel, mais bon, il y a tous des mots techniques, hein, post-collision, braking system. Bon, voilà, c'est des Italiens, hein, je te précise. Ils ont des systèmes avec des consonances anglaises, hein, parce que ça tape un peu plus. Donc le système de freinage post-collision, c'est un système au moment où tu t'es déjà pris une ramasse, ben, pour éviter de planter ceux qui suivent derrière, on ne sait jamais, ben, tu as un système d'anti-collision qui va freiner à ta place. En fait. Il ne va pas freiner à ta place lors de la première collision. Quand tu te seras pris le premier truc, sur le deuxième, il va faire pour que tu fasses pas un truc en cascade. Alors il y a les systèmes anti-roulis, hein, il y a un système, l'ESC surveille la répartition de la charge, donc il interagit avec l'ESC selon la charge, comment tu l'as effectué dans le véhicule. Si c'est mal chargé, en clair, ben, il va compenser un petit peu ce que tu as fait. L'anti-patinage au démarrage, évite la perte d'adhérence au rétrogradage. Quand tu rétrogrades d'un coup, ben, ça évite que les roues elles se mettent à bloquer, par exemple, hein, en plus du freinage. Il y a une aide au freinage d'urgence et l'aide au démarrage en côte, je t'en ai parlé. Alors tu peux avoir, et je pense que ça c'est une option, l'autonomie en freinage d'urgence. Ça veut dire que tu as un piéton qui traverse, tu as déjà vu ça à la télé, tu vois, un machin qui traverse avec un ballon, un gamin, et bim, le truc qui s'arrête, tu vois. Bon, ben ça existe aussi chez Fiat maintenant. Bon, ils ont globalement, hein, je vais pas tout préciser, c'est pas là-dessus que tu vas reconnaître le véhicule, mais c'est juste pour te dire que si tu as le 2021, ben c'est pas la même, quoi. T'auras pas, il y a des options que tu pourras pas avoir. Tu as aussi un système pour pouvoir te garer, alors ça je pense que ça ne concerne que les fourgons, hein. Si tu pars sur un camping-car tu ne l'auras pas, mais tu peux avoir un système avec lequel tu peux te garer tout seul. Moi j'ai eu ça sur une Audi, une Mercedes du temps où j'étais entrepreneur, c'était plutôt convaincant, c'était plutôt bien foutu. Ils reconnaissaient les places, ça tu dois l'avoir sur ta voiture peut-être, ils reconnaissaient les places, au moment où il y avait une bonne place, ils me disaient là tu peux te garer, j'appuyais sur un bouton, et il se garait tout seul. Alors, sur ce système, donc, Matrix LED, il reconnaît, comme je te l'ai dit, il reconnaît les phares en face. Hein. Quand tu croises une voiture, il va réduire en code automatiquement. Les capteurs de pluie, ça existait déjà. Les assistances à la descente, ça existait déjà. Tu peux avoir un détecteur d'angle mort, mais ça, c'est que sur les fourgons. Donc les full LED, hein, c'est un peu ce que je te dis, donc c'est pas Matrix LED, c'est full LED, ça s'appelle chez eux, mais c'est un peu le même système. Hein. Alors, tu as des feux de brouillard avec l'éclairage de l'intérieur du virage. Ça fonctionne, des feux de virage, ils appellent ça. À la planche de bord, il n'y a rien de pareil, quoi. Tu as un volant multifonction avec plein de boutons, tu as l'écran central type Mercedes, on va dire, hein, un écran tactile. Les éclairages aussi, tu as un éclairage au niveau des pieds, comme les voitures aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tu ouvres la porte, et bien on t'éclaire les pieds, quoi. Alors, il y a un truc aussi, ça c'est nouveau aussi, la direction, elle va être plus ou moins dure selon ce que tu fais. Ça veut dire que lors des manœuvres, par exemple, ou à vitesse réduite, ta direction, elle va être beaucoup plus légère. Et quand tu vas rouler plus vite, tu vas sentir plus de... Bon, ça c'est un nouveau système. Ça révolutionne la manœuvrabilité du camping-car. Et alors oui, il y a un truc que j'allais zapper, c'est que je te parlais du heat control, là, je sais plus, le truc qui te permet au moment où tu lâches l'embrayage, au moment où tu commences à accélérer, le véhicule ne descend pas quand tu es en côte, le freinage est maintenu, il y a un système de freinage électrique au niveau du frein à main. Ça veut dire que le frein de stationnement, c'est un frein électrique maintenant. Et du coup, ben forcément, t'es plus gêné par ce levier pour tourner les embases de siège. Je vois notamment sur certains véhicules, tu as le siège qui est bas, si tu as le frein à main qui est sorti, ben tu peux pas tourner ton siège en fait. Ça je l'ai vu déjà. Hein. Donc
pour ça que souvent, il faut rehausser le siège pour pouvoir tourner l'embase du siège, ce qui est énorme, mais bon, c'est comme ça. Là, aujourd'hui, avec un frein de stationnement électrique, tu n'as plus ce frein à main qui vient t'enquiquiner. Ça aussi, c'est propre 2022. Il y a un truc sympa, c'est le poste de charge. Alors ça j'ai trouvé ça génial. En fait, alors est-ce que c'est une option ou pas, je sais pas. Tu as 2 prises USB, tu as un chargeur sans fil. Donc tu poses ton smartphone et il se charge par induction, et tu as une prise de 120-150 watts. Ça veut dire qu'il y a un convertisseur dans le véhicule qui te permet de charger jusqu'à 150 watts. Ça, je trouve ça génial. Ça, par contre, si c'est une option et que ça n'est pas sur le véhicule, bah ça, je te recommande vivement de prendre cette option. Le véhicule est également équipé d'un chauffage stationnaire additionnel, c'est-à-dire prééquipé. Il est prééquipé pour recevoir un chauffage stationnaire, ce qui veut dire que les vannes, par exemple, les fourgons, ils peuvent tout à fait choisir l'option. Ça doit être certainement un Webasto, ou peut-être un Ebas pas cher, j'en sais rien, mais tu as moyen de l'avoir dans le véhicule. Et si tu dois l'installer, c'est prééquipé. Ça sous-entend peut-être que tu n'as pas à aller percer le couvercle du réservoir d'essence pour pouvoir passer tes tuyaux. Ça, c'est pas mal, quand c'est prééquipé. Pour le constructeur, déjà, c'est un gain de temps et de fiabilité. Et pour l'aménageur, le petit aménageur, ben lui, il sait que c'est déjà installé. Fais attention, si tu t'achètes un 2022, eh ben, insiste pour avoir ce châssis 2022. Alors, je doute pas, il y a certaines marques, de toute façon, je pense que ça viendra d'autorité. Maintenant, je trouve, de la part d'une marque, sortir un véhicule avec un châssis 2021, avec un aménagement 2022, bof, tu vois, bof, ça fout la merde en fait. Ça fout la merde parce que le jour où tu vas aller faire reprendre ton véhicule, on va te le sortir ça. Mais monsieur, c'est pas un 2022, c'est un 2021. Ça. Mais non, regardez mon aménagement, ben voilà. Et là, tu te retrouves à avoir acheté un véhicule prix 2022, bah oui, mais il y en a pas de toute façon. Donc, tu vas sauter dessus, tu vois. Il y en a pas. En fait, il y a plus rien à vendre, on va dire. Donc même là, pour négocier un truc comme ça auprès du concessionnaire, lui, le concessionnaire, il se dit, mais attends, mais moi, j'arrive pas à en avoir et moi, je vais te faire une remise. Non. Je suis désolé. Donc, fais bien attention à ça. Fais bien attention à ça et insiste bien là-dessus. Il y a de grosses différences sur les deux châssis. C'est tout. Moralité. Si tu dois acheter du neuf, ça vaut le coup de plonger ta tête dans les options. Si ça se trouve, il y a pas mal de choses qui sont déjà en série. Le petit problème, c'est qu'avec tout ce bordel là où il n'y a pas de châssis, où il n'y a pas ce qu'il faut, bah, si tu mets en commande un véhicule qui n'est pas prévu à l'avance, parce que en fait tous les châssis sont commandés 1 an à l'avance par le constructeur. Donc si toi tu décides d'avoir des options qui ne sont pas prévues par le constructeur dans les châssis qu'il a commandés, bah, tu risques de... Tu vois ce que je veux dire, les délais sont déjà assez longs, tu risques d'attendre quand même un bon moment. Donc il y a peut-être des options que tu ne pourras de toute façon pas avoir sur ton véhicule. Je pense honnêtement que si tu achètes aujourd'hui une marque, attention, une marque renommée, une marque sur laquelle il n'y a aucun souci à la revente, en après-vente, en occasion, eh bien je pense que en achetant du neuf aujourd'hui, sur l'année 2022 tout au moins, si tu t'es planté et que tu décides de vendre ton véhicule en fin d'année, je pense pas que tu perdes grand chose. Il y a quand même la pénurie, elle existe, elle est pas, c'est pas quelque chose d'inventé. Il y a vraiment un problème, il y a vraiment un gros problème. Il y a des usines qui ferment, ils ferment les portes des usines parce qu'ils n'ont pas une partie, toujours pareil, ils ferment une partie des usines. Je crois même d'ailleurs que c'est le cas chez Fiat, où les gens sont un peu mis à pied parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, ils ne peuvent pas assembler de véhicules. Donc, si toi tu arrives à avoir un véhicule, que tu as un véhicule en commande et qui va arriver, à la limite, tu prends pas un grand risque, on va dire. Si bien sûr tu as bien choisi la marque. Si tu n'es pas parti sur une marque un peu difficile à revendre ensuite et sur lequel, il y a... Je ne vais pas stigmatiser encore une fois des marques. Il y en a qui m'envoient des messages en me disant que eux, ils n'ont aucun problème avec ce modèle, aucun problème avec cette marque. Oui, je ne dis pas que c'est une généralité, sinon ça aurait déjà fait le tour. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu, dans certaines marques tout au moins, il y a eu un manque de contrôle peut-être, où la main-d'œuvre, tu vois bien ce que c'est. En France, c'est de plus en plus compliqué. Les gens viennent pour ramasser un salaire, mais pas vraiment pour travailler.
sans stigmatiser personne encore une fois, mais c'est vrai que, d'ailleurs, c'est peut-être aussi la raison, elle est peut-être aussi qu'ils sont tout simplement mal payés, et que du coup, bon, et voilà, hein, ils n'ont pas trop envie de se casser la tête. Et du coup, on arrive avec des problèmes de fiabilité, des problèmes d'assemblage. Hein. C'est quelquefois surtout un problème d'assemblage et de mise en œuvre, parce que y a certaines marques qui ont eu des idées qui sont fantastiques, hein, et très novatrices. Le problème, c'est dans la façon d'assembler le matériel, où ça, bon, on sort un peu du sujet, hein, où ça pêche un peu. Hein. C'est justement pour ça que je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il faut être très attentif sur la marque du véhicule que tu vas acheter, parce que même si toi tu n'as pas ces problèmes, tu vas subir un petit peu la mauvaise cote, la mauvaise image des véhicules qui ont fait couler l'encre, hein, et les problèmes d'après-vente qui ont été mal résolus, des problèmes en cascade. Voilà, et toi, t'as un véhicule comme ça, t'as jamais eu une merde, mais ben voilà, le fait est, c'est qu'il y a une mauvaise image, et cette image-là, elle poursuit tous les possesseurs de ces véhicules. La famille, je te dis à dimanche maintenant. Dimanche, il y a du lourd. Hein. Dimanche, il y a du lourd. On a fait un truc avec les enfants. Bon alors Tony, il n'a pas voulu le faire, mais on a fait un truc d'un autre monde, quoi. Vraiment, vraiment super. Voilà. Donc je te donne rendez-vous à dimanche matin et je te dis à tout bientôt. Ciao. Change a thing, 'cause without you